Bonjour à tous, merci d'être là pour ce dernier rendez-vous des aliments engagés avant les congés scolaires, les congés d'été on va dire plutôt. Le sujet, un sujet qui tient énormément à cœur à l'Open Agri-Food et à son président qui est avec nous, Emmanuel Vasnex. Faut-il inscrire l'éducation à l'alimentation dans les programmes scolaires? Faut-il davantage éduquer nos enfants au bien manger? Alors, quelques règles du jeu, comme d'habitude, pour que ça se passe dans les meilleures conditions. Tout d'abord, s'il est possible que vous coupiez votre micro au moment où vous ne prenez pas la parole, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'interférence. Vous pouvez évidemment prendre la parole de façon spontanée. Si jamais, par contre, au bout d'un moment, vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à lever la main dans le chat, ça sera plus facile pour moi de vous la donner. Évidemment, dans cet exercice, personne n'a raison. On vient pour partager des idées, partager des convictions, mais on n'est pas là pour convaincre les autres. On est au contraire là pour les écouter et pour essayer de voir quel est leur point de vue et comment il peut s'allier avec le nôtre. Privilégier des prises de parole courtes de façon à ce que tout le monde puisse s'exprimer. Et si vous n'avez pas le temps de tout dire, n'hésitez pas à écrire dans le chat, puisque nous avons plusieurs personnes, Cindy pour le chat du Zoom et Camille pour le chat et Simon pour le chat de Facebook, qui pourront nous relayer vos écrits dans le chat. Voilà. Donc, avant de démarrer, je voulais vous présenter les personnes qui sont à cette table ronde ce soir. Donc, on a François Roche-Bayard qui va nous rejoindre d'ici un petit quart d'heure, qui est le président de l'ABI de Pont-le-Voix, un endroit où on innove énormément en matière pédagogique. Hélène Perrenou, secrétaire générale chez Saint-Dilet. Stéphanie Anton, qui est responsable RSE au groupe LSDH, et Anne-Sophie Royan, qui est secrétaire générale chez Uniju. Du côté des citoyens engagés, nous avons le plaisir d'accueillir Fabrice Pisani pour la première fois. On le remercie d'être là. Barbara, Mathis, Sophie, et pour la première fois également, nous avons le plaisir d'accueillir Miske, qui a plusieurs casquettes dans le domaine de l'éducation à l'alimentation et qui nous en parlera certainement au moment de ses prises de parole. Alors, juste pour vous situer le sujet de l'éducation agri-food et de l'éducation à l'alimentation au sein de l'Open Agri-Food, eh bien, nous pensons que c'est un sujet qui mérite que l'on s'en saisisse et que l'on s'en saisisse rapidement. Pour nous, il est aussi important de savoir bien manger que de savoir compter, lire ou écrire. Vous m'entendez bien? Allô? On t'entend. Oui, impeccable. Ouais. Bon. De plus en plus d'adolescents, de jeunes sont touchés par des problèmes liés à l'alimentation et le coût des maladies liées à l'alimentation, que sont le diabète ou l'obésité, ne cesse de croître. En parallèle, ce qu'on peut constater, c'est que cet apprentissage qui se faisait autrefois au sein des familles, et notamment le mercredi après-midi avec les mamans, n'a quasiment plus lieu, puisque les enfants sont très occupés tout au long de la semaine, et que beaucoup de mamans travaillent et n'ont plus le temps d'apprendre la cuisine à leurs enfants comme c'était la tradition avant. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que le Japon et la Finlande, qui ont inscrit l'éducation à l'alimentation dans leur programme scolaire, ont réduit de moitié l'obésité en 5 ans. C'est donc un apprentissage qui doit être inscrit dans les programmes scolaires, qui doit être récurrent. Ça ne peut pas être un saupoudrage ou un apprentissage qui soit lié à l'envie des enseignants d'enseigner, mais bien quelque chose qui doit se faire chaque année et qui doit produire des résultats mesurables. Par ailleurs, il n'est pas nécessaire de tout réinventer puisqu'il existe déjà énormément d'associations
qui travaillent sur l'éducation à l'alimentation, qui interviennent dans les classes et qui ont déjà montré que l'éducation à l'alimentation était une priorité. C'est aussi un programme qui doit évidemment s'appuyer sur les familles et sur toute la communauté éducative qui est autour des enfants, c'est-à-dire les éducateurs périscolaires, les professeurs de sport, etc. Un credo, il faut faire cuisiner les élèves et les faire cultiver pour qu'ils se reconnectent avec les produits issus de la terre et si on sait bien se faire à manger, du coup, on sait bien manger. Donc, 4 champs d'enseignement: apprendre à cultiver, se reconnecter avec les produits de l'alimentation, savoir comment pousse le blé, savoir nommer les différents fruits et légumes, apprendre à cuisiner et savoir faire les recettes de base de notre alimentation, apprendre à goûter et augmenter la richesse de la palette des goûts connus, et enfin apprendre à choisir et à équilibrer son alimentation. Pour inscrire ce projet, c'est une démarche de longue haleine, puisqu'il a fallu, on l'a déjà présenté au Conseil supérieur des programmes, à la DGESCO, à différents rectorats. Nous venons de conduire une consultation « Nos enfants savent-ils bien manger ?» et l'année prochaine, nous comptons mener plusieurs expérimentations afin de prouver que c'est faisable. Oui, je pense qu'il est essentiel d'apprendre à cuisiner à tous les enfants, à tout âge. Et comme on intègre dans la gastronomie de la production jusqu'à la consommation, je pense que dès la maternelle, il faut apprendre aux enfants que le produit s'élabore, pousse, qu'une carotte, ça ne naît pas directement râpée. Et donc c'est important d'avoir, même en milieu urbain, peut-être un petit potager, un petit bac à fleurs, quelque chose pour que les enfants puissent se rendre compte de ce que c'est qu'un produit, lui expliquer et petit à petit ensuite apprendre à cuisiner. Le geste, déjà, on commence par les éplucher, on commence peut-être par goûter les produits crus et ensuite on va commencer par les cuisiner. Et ça, c'est quelque chose d'important et c'est ce rapport à la terre, ce rapport à la cuisine qui fera qu'on devient des meilleurs consommateurs et des meilleurs citoyens. Concrètement, je pense qu'avant tout, c'est un choix politique. Les enfants aujourd'hui ne sont pas contre, les parents ne sont pas contre. Je pense que les mentalités ont aussi évolué, les professeurs sont même pour. Moi, je participe à des semaines du goût depuis près de 30 ans dans les écoles et les professeurs seraient prêts à ce qu'il y en ait un petit peu plus justement des initiatives pour aller vers ça. Et je pense qu'il faut très bêtement rendre obligatoire quasiment un cours de cuisine par semaine à l'école, de la maternelle jusqu'au collège. Allez, mais déjà jusqu'au collège. Et en plus, on va gagner en autonomie alimentaire. Un jeune étudiant qui aujourd'hui peut s'assumer parce qu'il sait cuisiner à minima, il va gagner du temps et de l'argent. Et c'est quelque chose d'important. Et une fois de plus, c'est ce qui va former notre mode de consommation. Nos choix de consommation, c'est un acte politique, c'est un choix de consommation. Et c'est quelque chose d'important. Et à partir du moment où on sait que derrière un produit, il y a une femme, il y a un homme, il y a un producteur, on a conscience de tout ça, on respecte tout ça. D'où l'intérêt, je pense, d'avoir des cours de cuisine obligatoires de la primaire au collège. Voilà, une belle prise de parole de Guillaume Gomez en faveur de ce programme d'éducation à l'alimentation. Je vous passe un dernier petit film qui est la restitution de notre consultation et on va enfin pouvoir parler tous ensemble.
pas y être. C'est ça? On vous entend, c'est bon. C'est vrai? Oui. Mais moi, je vous entends pas. Alors, attendez, parce que moi, c'est mon téléphone qui est en train de me jouer des tours, là, maintenant. Vous me voyez? Que je déambule dans un endroit? Comment ça se fait? Je comprends plus rien du tout. Voilà les résultats de cette enquête qui sont vraiment éloquents et qui prouvent à quel point ce sujet est important pour les parents d'élèves, pour les enseignants et évidemment pour nos enfants. Alors, on va passer au débat et je vais avoir le plaisir de vous donner la parole sur une première question qui est: pensez-vous que l'éducation à l'alimentation de nos enfants est une priorité? Et si oui ou sinon, pourquoi? Qui veut se lancer? Ah, il n'y a personne qui veut prendre la parole. Bon, alors Barbara, il faut que tu t'y colles. Ok, on y retourne. Moi, à chaque fois, je mise sur Mathis, mais non, il se lance pas, c'est pas possible ça. Bah, en tout cas, moi, ce que j'en ai vu, moi, je dis juste les deux petits films. Merci Mathis, mais c'est trop tard. les deux petits films, moi, je dis juste, mais génial, oui, oui, allons-y, bien sûr. Comment on fait tout de suite, demain matin, quoi. Parce que je pense qu'il faut rester dans le sens de l'histoire, déplorer de oui, les mamans sont plus à la maison, tout ça. Un retour en arrière, c'est pas possible et ça sert à rien. Je trouve que ce serait aliénant. Alors que là, oui, transmettre un savoir qui peut venir de plein de sources différentes, mais qui soit canalisé au niveau de l'école, bah, c'est juste génial, quoi. Hein. Et ce que j'adore aussi, c'est la transversalité. Moi, je me disais ce qui serait bien aussi dans l'éducation à l'alimentation, et après, c'est effectivement en fonction de l'âge, mais il est important d'y intégrer aussi l'histoire et la géographie, parce qu'il y a une histoire de l'alimentation, il y a une géographie de l'alimentation, et si on insiste sur ces deux points-là, bah, ça permet aussi d'avoir, surtout au collège, des connaissances suffisantes pour ne pas tomber dans des extrêmes alimentaires. Je prends par exemple, alors c'est pas que je remets en question, mais par exemple le Nutri-Score qui vous dit qu'une plaquette de beurre c'est E. Donc si on reste sur l'orthorexie, on va se dire bah, il faut plus manger de beurre. Mais si on se rappelle que historiquement, toutes les civilisations ont cherché un moyen de fabriquer ou de conserver du beurre, je pense par exemple au ghee, c'est que forcément, il y a un bienfait pour l'être humain, parce que l'être humain reste quand même un mammifère sensoriel, et donc on sait un peu intuitivement ça. Et si on a cette éducation à l'alimentation qui est transversale, on couvrira tous les sujets et on arrivera peut-être aussi à intéresser les enfants à des matières qu'ils aiment un peu moins, des fois, par ce biais-là. Et donc, je trouve ça juste, moi, génial, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Barbara. Mathis? Ouais. Est-ce que vous m'entendez? Très bien.
Ok, super. Bah oui, bah effectivement, donc je pense aussi, enfin moi pour ceux que je connais pas encore, donc moi je suis lycéen, là je suis en classe de terminale, donc je suis en plein, on va dire, dans ce parcours scolaire où on apprend plein de choses et où on voit un peu à quoi ressemblent les programmes. Donc moi j'ai regardé juste avant, donc j'ai vu que l'éducation à l'alimentation, elle était déjà inscrite dans le code de l'éducation. Donc en fait, ça veut dire qu'au niveau légal, on va dire que c'est tout à fait possible et que c'est juste au niveau du ministère de l'Éducation nationale de mettre en place du coup ces nouvelles choses, mais en tout cas c'est déjà possible. Et je trouve que c'est important d'avoir cette éducation. Effectivement, enfin nous, pour l'instant, on est sur des savoirs, quand on est à l'école, sur des savoirs très, enfin c'est pas concret, alors que l'alimentation, c'est quand même on va dire la base de notre vie quotidienne et on nous apprend pas du tout toutes ces choses. Et puis l'alimentation, au-delà même de juste de la thématique, on va dire, de la santé, c'est beaucoup plus large. On a des thématiques, des questions économiques derrière, des questions environnementales, etc. Et donc, je pense que ce serait important, effectivement, qu'aujourd'hui, on éduque les jeunes à ces sujets-là. Et puis, ça peut même être encore plus large, comme l'a dit Barbara, l'importance de l'alimentation à travers l'histoire. Enfin, ça peut même être fait en histoire, par exemple. C'est-à-dire que l'alimentation, on a vu que ou en tout cas le manque d'alimentation, c'était un des vecteurs de différentes crises politiques, économiques. Et en fait, on se rend compte que l'alimentation, elle est à la base de notre société, à la base de diverses crises, et que, on va dire, la façon dont on s'alimente, elle a une grande importance à travers l'histoire. Mais en tout cas, enfin, pour ce qui est du bien manger, effectivement, je pense que c'est important de même voilà, sur la saisonnabilité, enfin, les saisons, etc. Enfin, aujourd'hui, on ne connaît pas, enfin on est complètement déconnecté. Moi j'ai de la chance, j'habite encore à la campagne, je peux cultiver mon petit potager du coup, donc je connais un peu tous ces légumes et je pense voilà, que c'est important. Et puis par contre, j'aimerais bien attirer l'attention sur quelque chose, c'est qu'il faut faire attention sur une chose, j'en ai déjà parlé durant le dernier débat, mais que cette éducation à l'alimentation, il faut que ce soit fait, on va dire, au sein des écoles et qu'il n'y ait pas des industriels ou des personnes comme ça qui viennent s'occuper de cette alimentation dans l'école. On a pu voir parfois des exemples de lobby laitiers ou en tout cas de McDo qui venaient faire des sensibilisations dans les écoles sur les produits. Et donc forcément, on sait que c'est absolument pas objectif et donc il faudra faire très attention à ça. Mais en tout cas, je suis en tant que lycéen et sortant tout juste du système scolaire, je suis pour cette éducation à l'alimentation. Merci beaucoup, Mathis. Est-ce que tu crois que tous les industriels, forcément, n'ont pas eux aussi intérêt à ce que finalement les enfants aient une éducation à l'alimentation et que du coup, ça soit forcément négatif tout ce qu'ils pourraient apporter dans les écoles? Je pense qu'il peut y avoir du positif et du négatif, mais on va dire que les industriels, leur objectif, c'est quand même, on va dire, leur croissance économique. Enfin, il y a des intérêts économiques derrière, donc forcément, ils ne sont pas absolument objectifs. Ils vont forcément défendre un peu, ils vont défendre leur industrie à eux. Et on sait qu'aujourd'hui, si on veut manger plus sainement, il faut avoir moins de produits industriels, plus de produits bio. Enfin, le bio, au monde, il y a des études qui montrent qu'il y a quand même une petite importance du bio sur la santé. Mais c'est surtout, enfin, généralement, il faut qu'on mange un peu moins industriel. Et donc, je ne suis pas sûr que ça plaira au niveau des industries agroalimentaires. Mais effectivement, donc, il faut faire en sorte que ce soit le plus objectif possible et qu'il n'y ait pas d'intérêt qui se cache derrière ça. D'accord, merci beaucoup. Je vois qu'il y a Fabrice et Anne-Sophie qui veulent prendre la parole. On va faire l'honneur aux dames. Anne-Sophie? Je suis la méchante industrielle, moi. Donc... non, mais sur la question de est-ce que c'est important l'éducation, de toute façon, je vous rejoins carrément tous. Et j'ai même fait mon enquête ce midi avec ma fille. Ça fait une personne en plus. Donc, je lui ai demandé ce qu'elle en pensait. Et elle est en terminale, elle m'a dit effectivement si ça pouvait remplacer l'éducation civique, qu'elle m'a dit. Elle m'a dit éducation civique, on en a depuis la 6e et on nous dit tous les ans qu'il faut être gentil avec les autres, etc. C'est pas franchement très utile, alors que l'alimentation, ce serait bien plus utile. Alors, je dis, OK, je le dirai. Oui, c'est une belle contribution. Merci beaucoup. C'est une belle contribution, mais je sais pas si c'est tellement politiquement correct, donc je n'irai pas plus loin dans le débat. Par contre, là où je vous rejoins quand même, c'est aussi sur le besoin de cadrer le contenu. Parce que peut-être que certains s'interrogent sur une contribution industrielle mal cadrée, etc. Mais je pense qu'il y a aussi les contributions des professeurs mal cadrées. Hein. Donc, quelque part, si chacun arrive avec ses propres convictions ou ses propres intérêts, là, je comprends qu'il y a quand même un risque.
Et donc, d'où le fait probablement qu'il faut vraiment cadrer le contenu pour que ce soit le plus objectif possible et ça plaira à tout le monde, hein. Enfin, je veux dire, c'est l'intérêt de personne que l'objectif soit complètement biaisé. Et moi, j'ai eu un témoignage de quelqu'un il n'y a pas tellement longtemps, c'était dans une classe de 5e où la prof faisait de l'alimentation et le cours, c'était le Nutri-Score. Et en fait, du coup, il fallait classer les aliments sur Nutri-Score, etc. Bah, je me suis dit, il y avait quand même une orientation dans ce type de cours et l'enfant n'a eu aucun enseignement sur l'alimentation, à part de placer des aliments sur une grille de A à E, quoi. Donc, d'où l'importance vraiment de travailler le contenu. Merci beaucoup. Et on ne sera pas plus présent industriel que d'autres corps de métier, hein. Enfin, je veux dire, on a tous notre message. Oui. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Fabrice. Alors, je rejoins ce qu'a dit Mathis. Alors moi, j'ai quitté l'école il y a quelques décennies, mais j'ai 2 enfants qui ont 9 ans, qui sont en CM1. Ils ont eu des petits déjeuners organisés à l'école. Mon fils est rentré le soir en me disant, papa, ils ont voulu faire manger du Nutella, c'est le truc qui tue les singes. Sachant que Barbara me joindra, le Nutella est interdit à la maison, tout ce qui est huile de palme. Donc, faire attention à ce qu'on fait rentrer à l'école. Et sur la question de l'éducation, oui, alors, j'ai aussi la chance de vivre à la campagne. J'ai un potager. Mes enfants vont manger les fraises directement dans les fraisiers. Et puis, ils savent comment pousse une carotte, comment poussent les haricots verts. Et puis après, ils utilisent les restes des légumes un petit peu fanés, abîmés, et ils vont le donner aux poules. Et ils savent que derrière, la poule mange, fait un œuf. Et c'est tout un circuit de vie. Alors, il y a une partie école, mais je pense que l'éducation des parents est aussi importante. Et il n'y a pas que les mamans, il y a aussi des papas qui expliquent comment est fait la nature et qu'on respecte la nature. Merci beaucoup. Sur l'histoire du Nutella, c'est un petit peu, c'est vrai que c'est en fait cette éducation qu'on veut à l'alimentation dans les milieux scolaires, ben, c'est aux antipodes de ça parce qu'on veut justement sensibiliser les enfants au fait que manger du Nutella, c'est pas bon. Donc, je suis quand même un peu atterrée de me dire, ben, si c'est ça l'enseignement à l'alimentation, alors effectivement, là, il y a quand même un problème. Mais bon. En tout cas, l'éducation qu'on souhaiterait pour nos enfants, c'est pas une éducation qui fait la promotion du Nutella, mais plutôt du chocolat en barre sur une tartine beurrée, ça oui, mais bon. Donc, mais il faut de ça fera débat, ça. Ça, les gens ont du mal à se mettre d'accord sur ce qu'ils veulent mettre, hein. Ben, le Nutella, c'est quand même reconnu pour être un produit qui est pas très sain au niveau de l'apport en glucides, etc. Après, c'est toujours une question de quantité, mais c'est quand même meilleur de prendre une barre de chocolat sur une tartine de pain que du Nutella. Ça, tout le monde est d'accord. Et il faut pas stigmatiser un produit, etc. Je pense qu'il y a une notion qui n'a pas été du tout abordée là jusqu'à maintenant, et j'aimerais bien vous entendre dessus, c'est la notion du plaisir. C'est-à-dire qu'à un moment, faut aussi qu'on revienne. Il y a des choses aujourd'hui dans notre alimentation. On sait que forcément, elles sont pas bonnes si elles sont consommées en excès. Maintenant, il y a des gens à qui ça fait plaisir de manger de temps en temps une tartine au Nutella. Et faut pas. Enfin, moi, je suis toujours d'un avis de dire que si un produit est mauvais, l'État doit faire son boulot et l'interdire. Très clairement. Et là, on a quand même des instances qui s'appellent au niveau Europe, qui sont au niveau France, qui sont capables à un moment de dire tel et tel produit, telle et telle molécule, effectivement, est pas bonne et je l'interdis. Et il y a des molécules qui sont régulièrement interdites. Après, dans l'éducation, c'est notre rôle qu'on a. Et moi, je suis pas. Faut qu'on fasse attention. C'est qu'il ne s'agit pas de substituer la responsabilité familiale à la responsabilité de l'école en disant bah ouais, comme j'ai pas le temps de m'occuper de l'éducation, moi c'est ce qu'a dit Fabrice, c'est exactement ça. C'est que comme j'ai pas le temps de m'occuper de l'alimentation, l'école va le faire à ma place. Non, l'école elle est pas là pour promouvoir des produits ou dire. L'école elle est là pour amener une éducation
donner des principes, faire parler la science, faire parler, etc. Et après, notre rôle de parent, il doit être complémentaire à ça et en réponse effectivement aux questions. Mais je pense que on doit être au-delà du débat de la stigmatisation. C'est-à-dire qu'on doit dire, voilà, il y a un repas équilibré, c'est ça, un petit déjeuner, pourquoi c'est important. On l'a complètement oublié, on l'a revu d'ailleurs pendant la crise Covid où les gens ont redécouvert le petit déjeuner. Et puis après, et c'est le débat, j'étais avec Barbara il y a 2 jours sur les échanges qu'on a pu avoir dans d'autres domaines et entre autres sur le Nutri-Score. Moi, je trouve que le Nutri-Score, sur la base, c'est une très bonne idée parce que de toute façon, tout ce qui informe les gens, c'est bien. Là où il y a une déviance, c'est quand le Nutri-Score, il est orienté. Et moi, je dis qu'aujourd'hui, dans le Nutri-Score, il manque 2 choses. Il manque la fréquence et la portion. Si on ajoute au Nutri-Score la fréquence et la portion, on en fait un outil exceptionnel. Tout à fait. Mais encore une fois, et pour répondre à la question de Mathis aussi sur la partie des industriels, moi je suis un vilain industriel, etc. Mais si vous m'écoutez bien, jamais je parle de mes produits. Moi. Je parle des instants de consommation, je parle de la gastronomie, comme le fait d'ailleurs Gomez. Nous, ce qu'on parle, c'est que, et je pense que c'est vraiment la clé, d'ailleurs, il n'y a pas que l'alimentation, il y a aussi l'économie qu'on devrait remettre au centre de ça, c'est comment on éduque les gens à se faire finalement leur propre lecture de la carte de comment ils ont envie de consommer. Et de toute façon, le gars qui aime le Nutella, vous aurez beau passer des heures et des heures à lui expliquer que le Nutella, c'est pas bon, s'il a envie de manger du Nutella, il continuera à manger du Nutella. Par contre, il y en a qu'on a ramené effectivement dans le cadre en termes de quantité, en termes de portions, en termes de fréquence, etc. Oui, enfin, mes enfants à qui j'ai interdit de manger du Nutella depuis tout petit, ils n'en ont pas mangé, ils s'en portent pas mal. Hein. Ouais, mais t'es quand même sacrément doctrinaire d'interdire à tes enfants de manger du Nutella. Tu me connais. C'est quand même sacrément. Ben moi, j'aimerais pas être un de tes enfants. On va donner la parole à Stéphanie, qui a levé la main depuis un moment. Oui, merci. En fait, pour moi, l'éducation vraiment à l'alimentation, c'est vraiment primordial, comme l'a dit Mathis. L'alimentation, c'est la base et c'est surtout lié à notre santé. On en a beaucoup parlé justement. Donc, les personnes qui vont mal s'alimenter vont avoir des soucis de santé et on ne parle pas que d'obésité. Donc, dès le plus jeune âge, ça me paraît vraiment vital justement d'inculquer les bonnes pratiques, les aliments qu'il faut consommer, ceux qu'il faut moins consommer parce que en effet, il est question aussi de responsabiliser les gens, les passer de consommateurs à consommateurs. Donc après, voilà, c'est la décision de chacun. Si on a envie de consommer du Nutella, on en consomme, comme ceux qui fument des cigarettes et pourtant c'est marqué en gros sur les paquets, c'est nocif pour la santé, ça occasionne des cancers. Et les gens, malgré tout, ils continuent à en acheter. Donc c'est notre travail d'informer, de responsabiliser, mais après, on ne peut pas faire le choix à la place des autres et voilà, donc à chacun de choisir. Et pour moi, cette éducation à l'alimentation, c'est également aussi l'opportunité de reconnecter les gens à la terre, de sortir, voilà, et dès le plus jeune âge, il y a quand même ce clivage et cette disparité entre les écoles qui sont en milieu rural et celles qui sont en milieu urbain. Et aujourd'hui, en milieu urbain, il y a plus de déconnexion par rapport à la terre-mère, par rapport à la nature. Donc, il faudrait que les collectivités mettent en place des jardins-palettes, par exemple, dans les écoles, pour que dès le premier âge, voilà, la maternelle ou même l'école élémentaire, on puisse mettre la main dans la terre et voilà, savoir comment pousse un fruit, comment pousse un légume. Et puis, ce côté ludique est aussi important. Il faut sensibiliser, éduquer, et de manière toujours ludique, pédagogique, que ça devienne comme un jeu. Moi, je sais qu'avec ma fille qui a 6 ans, voilà, elle prend plaisir à cuisiner avec moi, mais c'est sous forme de jeu, c'est elle qui demande. Il ne faut pas l'imposer. Et enfin, c'est une manière aussi de valoriser notre gastronomie française et nos particularités. Voilà, c'est aussi ce qui nous caractérise et il ne faut pas qu'on perde ce savoir-faire et cette spécificité. Voilà. Merci beaucoup, Stéphanie. C'est très, très riche. Je vois que Misky a réussi à avoir le son. Alors, en fait, c'est par mon intermédiaire. Donc, en fait, elle est avec mon téléphone portable. Donc, elle va essayer de parler, voir si vous l'entendez déjà. Ah, d'accord. Alors, allez-y, essayez de… Voilà, allez-y. Je vous laisse parler. Alors, bonjour, vous m'entendez? Oui, on vous attend. Ouais. Bonjour, je suis vraiment désolée. Alors, vraiment, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai pu un peu intercepter quelques sujets et quelques petits débats pour… donc, voilà, moi j'ai vraiment un grand attrait sur l'éducation alimentaire des tout petits en milieu scolaire. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, pour moi, est très important. Pour l'histoire, moi, je l'ai fait avec ma fille. Donc, je l'ai fait dès la crèche.
dès toute petite, Camilla a commencé à cuisiner avec moi, elle avait 10 mois, donc c'est vrai que je l'ai beaucoup impliquée dans la cuisine pour faire la pâte à crêpes et un peu mélanger tout, ça faisait un peu comme de la pâte à modeler, et j'ai trouvé ça intéressant de le partager aussi avec ses copains, et en grande section, on m'a fait l'honneur de pouvoir intervenir sur des ateliers avec ses copains de classe. Et c'est vrai que c'était assez riche, on a pu manipuler, on a fait des sablés, on a travaillé différentes farines, ils ont pu goûter les différents sucres, des sucres non raffinés, des sucres raffinés pour voir les différences. On a pu travailler sur la vanille, la cannelle, les différentes épices. C'était, en tout cas, je me suis assez amusée, et eux aussi. Et c'est vrai que pour rebondir aussi sur la question du Nutella, et c'est vrai que c'est un sujet qui, moi, mais très, je suis très sensible, parce que oui, je trouve qu'il faut retourner à la terre-mère aussi, et que justement, c'est pas forcément des bons ingrédients qu'il y a dedans, et qu'on connaît le fléau que ça peut avoir, et que voilà. Et il y a plein de pâtes à tartiner made in France qui sont très bien. Et voilà, c'est toutes ces choses que je trouve qu'il faut aussi montrer que ici, en local, on a des très bons produits, qu'on a cette chance d'avoir plein de jeunes marques aussi qui font ces produits-là, et que voilà, ces marques qui existent effectivement depuis très longtemps. Moi, je ne suis pas pour les bannir, bien au contraire. Enfin, ça existe, il y en a qui vont directement les acheter, mais que dès tout petit, c'est vrai qu'on peut leur apprendre ça à travers des activités, à travers des jeux, et que l'alimentation, ça doit effectivement être un jeu dès tout petit, mais pour parler de plein de sujets. On peut aborder plein de sujets. On peut travailler dès la crèche la motricité fine. On peut ensuite parler de chiffres. On peut pour viser aussi, c'est de la concentration pour eux aussi. On peut en jouer, et c'est vrai que malheureusement c'est beaucoup utilisé dans des écoles dites alternatives, ce que je trouve pas normal, que ça ne soit pas accessible à tous, que c'est généralement dans des écoles qui sont des écoles dites Montessori ou d'autres. Il y en a plein, mais c'est vrai que voilà, ça coûte ces écoles-là, et que c'est pas justement, ça devrait être démocratisé. On devrait pouvoir l'instaurer dans des pratiques d'activité pour travailler, je sais pas, moi, parler d'un pays, par exemple, en géo, oui, je suis assez d'accord, ça a développé également la création d'associations. Exactement, il y a plein d'associations qui le font, qui interviennent dans les écoles, qui sensibilisent aussi des chefs cuisiniers qui sont dans les cantines, là, parce qu'il y en a, et qui abordent ces sujets-là en faisant découvrir plein de choses, le chocolat, le bon chocolat. Moi, c'est aussi ça, par exemple, le chocolat. On n'en parle pas du chocolat, mais c'est vrai que le vrai chocolat, il y a plein d'enfants qui ne savent même pas quel goût ça a, par exemple. Et moi, je m'en suis rendu compte en atelier, j'en fais beaucoup avec les enfants, et il y a plein d'enfants qui n'ont pas cette possibilité-là d'avoir accès aussi à ces chocolats à 80% pour vraiment avoir ce vrai goût et pouvoir en faire ce qu'ils veulent derrière. Je ne suis pas en train de dire que c'est une vérité en soi, c'est les sensibiliser. Ma fille, j'ai toujours tout fait, et c'est vrai que j'en ai sorti un livre d'ailleurs de diversification alimentaire totalement décomplexé, mais justement pour partager ça, pour partager ces moments avec ses enfants, qu'il ne faut pas forcément préparer à manger pour son bébé. On peut très bien partager un moment convivial, familial, et que ça passe de l'école. La diversification se fait à la crèche. Les enfants mangent à l'école, à la cantine le midi. Ils ont une collation le matin. Et que, effectivement, c'est important. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour ce témoignage vraiment, vraiment intéressant. On reviendra peut-être, on vous redonnera la parole un petit peu plus tard, mais il y a des personnes qui sont arrivées. François, je crois, est arrivé. Et Sophie ne s'est pas exprimée encore aussi. Je prends la parole, Florence? Oui. Vous m'entendez bien? Oui, oui. Bah, écoutez, bonsoir à tout le monde. C'est passionnant. Je suis dans les bouchons parisiens, mais c'est passionnant. Moi, ce que je voulais dire dans tout ce que je vois sur l'éducation à l'alimentation, je pense aussi au-delà de il faut manger ça, il ne faut pas manger ça, il faut prendre du Nutella, pas du Nutella, manger des haricots verts, qui sont des sujets importants, mais on l'a vu dans vos échanges, des sujets qui sont évidemment
qui peut avoir des éclairages différents en fonction des cultures. Moi, je suis du sud-ouest. Dans le sud-ouest, on mange de la graisse de canard. Et alors que la graisse de canard, je suppose qu'en Bretagne, on ne sait même pas que ça existe. Donc pour nous, c'est bon. Et pour les gens, c'est des… Bon. Donc, ce que je voulais compléter, c'était beaucoup aussi… On vous entend plus. Problème de connexion. La façon de… Oui, alors attendez. Donc, oui, c'est… pourtant, je n'ai pas de vidéo. Allô, allô. Oui, là, vous ça m'entendez ou pas? Voilà. Oui, c'est la façon de consommer, le temps de prendre conscience de ce qu'on mange, le temps de sentir les sensations que fait l'aliment quand il rentre dans notre corps, la sensation de plaisir, la sensation de découverte. La précédente interlocutrice parlait du lien entre le chocolat et le voyage. Moi, j'ai fait un panel la semaine dernière. J'étais ravi avec une trentaine d'enfants autour de chocolat de différentes origines. Et c'est fabuleux de voir comment les enfants voyagent vite. Et je pense qu'effectivement, quand ils sont dans ce moment-là, je pense que leur imaginaire les amène sur autre chose que le Nutella. Ils deviennent beaucoup plus responsables. Je sais pas, vous m'avez entendu ou pas? Oui, on entend tout très bien. Oui, oui. Et donc, il y a voilà, cette façon aussi la façon de consommer, de manger. Je crois que c'est un sujet très, très important. Et moi, très souvent, je dis qu'il faut qu'on apprenne aux enfants 2 mots. C'est la confiance. Donc, rétablir quand même le fait qu'aujourd'hui, manger, c'est quand même plus sain qu'il y a 100 ans, qu'il y a 200 ans. Donc, c'est quand même… et puis, la confiance nous permet de nous ouvrir à l'autre, de rencontrer d'autres cultures alimentaires, d'autres aliments, d'autres façons de s'alimenter. Je trouve que tout ça, c'est super important. Et puis, en même temps, la conscience, c'est-à-dire, je suis conscient que, effectivement, si je mange une tartine de Nutella, c'est un peu différent que si… je crois que c'est, dans tous ces mots, la façon de s'alimenter est quelque chose qui est très important. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour ce témoignage qui rejoint celui d'Emmanuel. Sophie? Ma vidéo, ce sera plus sympa. Si ça marche. Bonjour à tous. Bonjour Sophie. Merci d'être là. Non, c'est un sujet très intéressant également. Je suis en partie d'accord avec tout ce que vous avez dit. Ça fait déjà quelques semaines qu'on parle de tous ces sujets liés à l'alimentation et je pense également que ça se fait dès le plus jeune âge. Moi, je me rappelle de mon frère qui est, lui, ingénieur en énergie nouvelle et qui a une quinzaine d'années commençait à la maison à nous parler de ces sujets-là. Et puis, mes parents étaient un peu sceptiques. Et donc, ça a été beaucoup de temps pour leur apprendre à des évolutions en fait, qui se sont déroulées depuis ces 15 ans. Donc, et puis, aux découvertes qu'on a fait. Donc, je pense que le plus tôt on commence et le plus d'impact on aura. Je me pose juste une question pour ma part. Est-ce que l'école, c'est le meilleur moyen et le meilleur endroit pour faire ça? Parce qu'aujourd'hui, les programmes scolaires sont quand même très chargés. Les enseignants, comme a été mentionné sur votre enquête, n'ont pas forcément toutes les connaissances. Alors, c'est-à-dire que on ne sait pas tout sur tous les sujets. Donc, avoir un programme derrière et puis n'ont pas forcément l'envie. Malheureusement, on n'a pas tous les mêmes envies. Il y a peut-être des personnes pour qui ça ne dérange pas du tout de manger de consommer de l'huile de palme.
Et donc, est-ce que ça ne pourrait pas être le rôle de quelqu'un, d'un professionnel, je pense par exemple d'un agriculteur qui est dans le milieu, ou de former ses enseignants avant de pouvoir former les enfants. Enfin, je pense qu'il y a quelque chose là-dedans à penser. Merci beaucoup. Effectivement, c'est un vrai sujet. Tous les enseignements ne sont peut-être pas disposés dès demain à enseigner l'alimentation. Juste en réponse, parce qu'on a beaucoup travaillé avec le groupe sur ce sujet-là. La première, c'est que tous les enseignants n'avaient pas forcément envie d'enseigner le sport. Qu'il y en a qui aiment le sport, il y en a d'autres qui n'aiment pas. Et ils enseignent quand même le sport tous à leurs élèves, ou alors ils font des échanges de services. Et que la deuxième chose, c'est effectivement, il faut qu'ils soient formés, parce que s'ils n'ont pas envie ou ils apprennent mal la cuisine aux enfants, et bien du coup, ça risque de dégoûter les enfants plutôt que de les inciter à apprendre. Et que donc, la formation est un maillon impératif du dispositif. Il peut être aussi, comme on a souvent maintenant dans l'éducation nationale des profs de sport extérieurs qui viennent faire sport avec l'enseignant, justement, on pourrait très bien imaginer qu'on ait des restaurateurs de la restauration collective ou pas qui viennent faire la cuisine aux élèves avec l'enseignant. Sachant que l'enseignant a toujours la responsabilité pédagogique de sa classe, quelle que soit la matière enseignée, mais qu'il peut recourir à des aides pour enseigner certaines matières. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un sujet qui a été très largement souligné par le groupe de travail de l'Educ-Agri-Food et qui n'est pas du tout pour le moment, qui n'est pas traité. Et on a bien conscience que les expérimentations de l'année prochaine vont nous permettre de déterminer les freins à lever pour cet enseignement de la cuisine dans toutes les classes du primaire. Merci beaucoup, Sophie. On peut ajouter aussi, Florence. Vas-y. Ouais, ce qu'on peut ajouter aussi, c'est que ce qu'on retient, c'est qu'effectivement, il y a des freins énormes au niveau de l'administration actuellement, d'ailleurs, pas que dans l'alimentation, à bouger les programmes, parce que moi, je pense aussi qu'à un moment, il faut faire la critique des programmes, et parce que derrière tout ça, il y a quand même le vivre ensemble et le bien-être, puisqu'on sait qu'il y a des relations importantes entre l'alimentation, nos modes de vie, le stress, etc., et notre santé. Et par contre, on a quand même un retour de la part des enseignants qui est assez exceptionnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de démarches et d'initiatives personnelles qui sont menées partout. Donc, en fait, moi, vraiment, je pense que si demain, on arrivait à catalyser ça et à dire, voilà, ça rentre dedans avec ce qui a été dit, c'est important, aussi des professionnels qui viennent parler de comment on cuisine, comment, etc. Pour moi, c'est une traînée de poudre qui peut être extrêmement rapide. Bon, alors après, il y a aussi des gens qui nous interpellent en disant est-ce que vous portez bien le bon message? Est-ce qu'il ne faut pas? Il y a une idée qui a été lancée la semaine dernière quand on a présenté le programme, qui est de dire est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait une épreuve du brevet qui soit justement sur apprenez à faire des crêpes ou apprenez à faire un gâteau? Peut-être, mais je pense que moi, je crois qu'on n'arrivera pas à faire bouger, ça sera très difficile de faire bouger depuis la tête vers le bas. Par contre, je pense que ce qui va changer, c'est un peu comme avec les consommateurs, c'est comment on fera bouger de la base vers le haut. Et c'est ça qui va piloter. Si tout le monde, les profs, les consommateurs, les parents, etc., disent nous, on veut une formation à l'alimentation, je ne vois pas quel aujourd'hui outil gouvernemental ou politique peut s'opposer à ça. Mais pour compléter ça, je reviens sur l'expérience que j'ai menée moi la semaine dernière dans un cours de français sur le thème « Vous avez 4 chocolats d'exception devant vous et vous allez exprimer ». Donc, il y avait un chocolat du Pérou, un chocolat d'Ouganda, un chocolat de Saint-Domingue et un chocolat de Madagascar. Et ce que j'ai vu, donc la prof de français était évidemment super partante et j'ai vu des choses qui m'ont marqué. D'abord, une certaine facilité des enfants à s'exprimer à l'oral et à bien formater leur pensée. Une certaine difficulté des enfants
à formater leur pensée par écrit. C'était très, très, très difficile. Et ce que j'ai trouvé merveilleux, c'est que à la fin, j'ai divisé la classe en 4. Qui est qui est pour le chocolat du Pérou et pourquoi? Qui est pour le chocolat de Madagascar? Qui est pour le chocolat? Voilà. Et je me suis présenté comme le plus grand acheteur de cacao au monde. Et je suis venu vers chacun des groupes en leur disant, mais dites-moi pourquoi maintenant que vous avez goûté le chocolat. Donc, on avait fait l'expérience tactile, l'expérience sonore, l'expérience texture, l'expérience aromatique, tatati, tatata. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'à ce moment-là, il y a des enfants, et ça m'a été confirmé par la prof de français, qui sont excessivement timides, qui ont été capables de prendre la parole devant les autres, d'exprimer leurs sensations et leurs émotions, et de parler et d'affronter, entre guillemets, et c'était un affrontement tout à fait sympa, hein, c'était pourquoi le Pérou et pas le Saint-Domingue. Mais il y a eu une forme d'échange verbal, d'argumentation autour de choses très concrètes. Et je trouve que c'est très puissant l'alimentation parce que ça nous permet de rentrer dans l'intimité des gens, dans des sujets qui sont très vastes. Hein, et je trouve qu'il y a des formes de pédagogie assez simples et qui sont, j'ai trouvé, moi, super intéressante. Et je crois que par rapport à ce que disait Emmanuel il y a 2 secondes, c'est que tout ce genre d'initiatives, aujourd'hui, si on les inventorie, si on les multiplie, si on les met en place un peu partout, d'ici 1 ou 2 ans, on aura bien avancé. Hein. Merci beaucoup, François. Est-ce que, François, vous pouvez juste décrire en quelques mots au groupe l'histoire de votre classe de décrocheurs en permaculture? Oui, en 2 mots. Donc, nous, on est un lycée classique qui est de 6e à la terminale. Et il y a 1 an et demi, on a décidé, enfin le directeur de l'établissement a décidé de faire quelque chose pour les enfants qui, en CM2, sont décrocheurs de la scolarité. On sent très bien que ce n'est pas leur truc et ils commencent à rentrer dans le fameux cycle de G10 ou G9,8 de moyenne. Et voilà. Donc, on a créé une classe dans cet objectif-là de remettre la terre, la main aussi au cœur de l'apprentissage. Et on a créé une classe autour de la permaculture en partenariat avec le château de Chambord. Donc les élèves sont dans une classe tout à fait spécifique, vont une fois tous les 15 jours à Chambord, et 2 fois par semaine dans un petit jardin pédagogique. Et tout l'enseignement que l'on fait autour des sciences physiques, mathématiques, SVT se fait de manière très concrète dans ces ateliers de permaculture, et avec beaucoup aussi de rédaction, de participation des enfants à l'expression, à la création. C'est eux qui ont tout designé le jardin de permaculture. Et donc, on a fini cette année. Il y a 55 élèves. Au début, on pensait ouvrir la classe pour 15 élèves, mais en fait, on a eu 55 demandes. Ce que le bilan des enfants, c'est que cette classe de 6e, qui était plutôt à tendance abandonniste, aujourd'hui a à peu près la même évaluation pédagogique que des 6e qu'on va qualifier de normales. On a beaucoup de parents qui sont revenus vers nous en nous disant mais c'est super, Jérémy ou Caroline reviennent à l'école avec le sourire. On a même eu un élève, je n'ai pas son prénom, qui a dit « Moi, je veux retourner à l'école le samedi ».
Donc, il y a une forme alors, c'est sûr qu'on a mis la crème de la crème en termes d'enseignement, hein. On a vraiment des gens qui sont super, enfin, du top niveau. Et on sent qu'au travers de ces classes où les choses sont très, très pragmatiques et très concrètes, que les enfants sont heureux. Et moi, j'ai été frappé tout à l'heure, enfin pas tout à l'heure, la semaine dernière, quand on a parcouru le chocolat. Ils ont eu la curiosité de dire mais comment on fabrique le chocolat? Et en fait, moi, je me suis aperçu qu'ils connaissaient quasiment tous. Alors, ils n'avaient pas mis le mot torréfaction, mais le processus du chocolat qui est quand même assez compliqué, je pense qu'ils les avaient collectivement tout en tête. Alors que probablement que s'ils n'avaient pas été dans cette classe, je pense qu'il y a une dame qui l'a dit, il y a des enfants qui ne savent pas ce que c'est que le bon chocolat. Mais là, j'étais très étonné de ça, moi. Ça m'a marqué. En fait, on s'aperçoit que quand on focalise les enfants sur des choses précises, ils ont une capacité de mémorisation, de concentration qui est assez étonnante. Merci beaucoup François pour ce témoignage qui rejoint finalement les résultats du groupe de travail d'Educ-Agri-Food qui avait été posé par plusieurs enseignants disant que dans les classes cuisine qui étaient menées, c'est les élèves qui étaient plutôt en difficulté scolaire qui se réalisaient et qui se révélaient en fait dans les classes cuisine. Donc ça, c'est aussi un apport au-delà de toute l'éducation à l'alimentation, c'est peut-être de donner sa chance à tous les élèves au travers de cet enseignement pratique. Je vois qu'Hélène n'a pas encore parlé et qu'elle lève la main. Florence, qui propose de prendre la parole. Oui. Florence, je te coupe pour te dire qu'il y a des commentaires sur Facebook. Quelqu'un demande comment demander aux mairies de faire participer les enfants à des stages avec un intervenant. Ah, alors l'idée, je pense, c'est déjà, enfin, c'est pas évident. Je pense qu'il faut aller voir la personne qui est en charge des affaires scolaires et insister sur la demande, l'envie des parents pour l'éducation à l'alimentation. Et que les choses se feront petit à petit. Sur Orléans, je sais que c'est dans les tuyaux. Il y a de l'éducation à l'alimentation qui pourrait s'inscrire dans le périscolaire. Mais plus il y aura de parents qui demanderont, et plus on aura des chances de faire avancer ce projet qui est si important pour tous nos enfants. Alors Hélène qui a la parole, parce qu'elle n'a pas encore parlé. Merci Florence, bonjour à tous. Je suis désolée, je vous ai rejoint un petit peu en retard, mais je voulais rebondir sur les dernières présentations que je partage forcément à 100%, forcément parce qu'en fait, je l'ai vécu de façon très personnelle. J'ai un enfant qui est parti en Nouvelle-Zélande pendant 1 an, en niveau de seconde, et qui a découvert, non pas à travers la cuisine, mais à travers le travail du bois. Et en Nouvelle-Zélande, ils ont dans les classes de seconde des cours très théoriques, mais également des cours pratiques. Et ça lui a donné confiance pour aller repartir vers les cours théoriques. Parce qu'en fait, la cuisine, comme on vient de le dire, il faut savoir lire, il faut savoir écrire, et il faut surtout savoir compter. Donc, maths, français, mécaniquement, tout ça, sans jamais les citer, reviennent dans le système. Et c'est intéressant, comme pour ceux qui ont l'impression de ne pas savoir, eh bien, si finalement ils savent, et quand ils ne savent pas, ils ont souvent un moteur. Et puis la cuisine et l'éducation à l'alimentation, pour moi, c'est aussi le vivre ensemble. C'est-à-dire que c'est une façon à enseigner de façon générale, enfin, appréhender à l'école. La cuisine, ce n'est pas que pour la femme, c'est les garçons et les filles. Et je me rappelle une intervention de la fille d'une psychiatre qui disait que sa mère, ayant vécu la libération des femmes dans les années 60, avait interdit à sa fille de mettre les pieds dans la cuisine. Moralité, elle dit, moi, aujourd'hui, je ne sais pas cuisiner. Donc, je suis dépendante de ce qu'on va pouvoir me proposer. Elle dit, finalement, je vais très souvent au restaurant parce que j'ai les moyens. Mais si vous n'avez pas ce niveau de connaissance à l'éducation alimentaire,
et donc de fait à la cuisine, parce qu'une éducation à l'alimentation, c'est forcément, ça passe par le côté pratico-pratique de la cuisine, de la construction d'un repas, de est-ce qu'il y a un aliment qui est bien ou pas, non, c'est surtout sur l'ensemble de la semaine. Vous allez toucher d'autres choses qui vont finalement faire le vivre ensemble, comme le disait Emmanuel, et qui fait qu'on va construire, et c'est quand même le rôle de l'éducation nationale, c'est bien d'éduquer les citoyens de demain. Alors, c'est peut-être qu'un prétexte, mais ce prétexte-là, il va taper très profondément dans beaucoup d'autres thématiques, comme l'éducation au sport. C'est pas que pour en faire des sportifs de haut niveau et l'élite nationale en sport, c'est que tout le monde puisse savoir bouger, parce que bouger, c'est aussi une façon de brûler des calories. Donc, je trouve vraiment ce côté, arriver à mettre en place de l'éducation à l'alimentation en milieu scolaire, c'est vraiment ouvrir d'autres champs que le simple champ de l'éducation à l'alimentation. Et ça rejoint tout à fait le travail de l'éducation nationale. Merci beaucoup, Hélène. Je trouve que ce témoignage est vraiment clair et parlant. Il sera vraiment utilisé à nouveau dans nos communications parce qu'il va vraiment dans le sens de ce que nous croyons. Alors, je vois pas mal de mains levées. On a tous parlé une fois déjà, donc je suis vraiment ravie et merci à tous de vous être exprimés au moins une fois sur le sujet. Ce que je propose, c'est on va faire un deuxième tour, puisqu'il nous reste un peu de temps. Faites attention pour que tout le monde puisse reparler une deuxième fois, et c'est vraiment si intéressant d'entendre un peu les points de vue de tous. Faites attention au temps, donnez-vous, je sais pas, 3-4 phrases pour exprimer ce que vous avez à dire, de façon à ce qu'on puisse faire passer la parole et qu'on puisse aussi terminer dans les temps. Voilà, alors je ne sais pas, Mathis qui avait commencé, il va recommencer le second tour alors. Merci. Du coup, effectivement, je pense que là, on a beaucoup parlé effectivement de ce qui pouvait être fait dans les programmes scolaires ou au sein même de l'école, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent être faites en fait à la cantine. C'est-à-dire que, pour la plupart, pour beaucoup des jeunes, surtout au collège et au lycée, on mange souvent à la cantine entre midi, et je pense que beaucoup de choses peuvent être faites à ce moment-là parce que, effectivement, on mange. Donc déjà, je pense que il n'y a pas de meilleure éducation à l'alimentation qu'en mangeant en fait. Moi, personnellement, c'est quand je suis allé à la cantine aussi que j'ai appris à manger de nouvelles choses. Donc souvent, quand on est dans notre famille, on mange des plats habituels et donc on ne s'éloigne pas trop de notre zone de confort. Mais quand on est en restauration collective, on n'a pas trop le choix. En tout cas, on mange ce qu'il y a si on a faim. Et donc ça ouvre forcément nos horizons. Et pour moi, ça a été vraiment une nouvelle éducation à mon alimentation. Et il y a plein de choses qui peuvent être faites. Par exemple, ça peut ouvrir à de nouvelles cultures parce que aujourd'hui, il y a plein de personnes qui ne connaissent pas forcément d'autres cultures culinaires. Et je pense que c'est l'occasion d'avoir peut-être aussi des plats un peu plus exotiques et de découvrir notamment d'autres cultures culinaires parce qu'effectivement, on parle beaucoup d'apprendre la qualité française, mais il y a aussi plein d'autres cultures culinaires qui sont formidables et desquelles on peut s'inspirer. Et puis aussi, par exemple, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que, donc je reviens sur mes sujets que je connais bien, c'est aujourd'hui, souvent à la cantine, on a le choix entre 2 plats avec de la viande ou du poisson. Et donc, forcément, ça met dans la tête des jeunes qu'un plat équilibré, c'est forcément avec de la viande ou du poisson, alors qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'un plat végétarien, c'est tout à fait équilibré, c'est voire même meilleur pour la santé, c'est largement meilleur pour l'environnement. Et donc, si on avait aussi plus de plats végétariens à la cantine, ça nous permettrait d'éduquer aussi à manger autrement, à montrer qu'il y a plein de sortes de plats qui sont équilibrés. Donc voilà, je pense que ça peut être fait dans l'école, mais aussi pas mal à la cantine parce que c'est une occasion en or d'éduquer quand on mange. Merci beaucoup, Mathis. Merci pour ce témoignage. Je voyais Misquet qui hochait de la tête, donc je vais lui proposer de renchérir. Et je voulais dire à Camille, Cindy, Camille et Simon qui sont là aussi, qui sont dans l'équipe Open Agri-Food, que je vais leur donner la parole aussi à eux et que ça serait bien qu'ils s'expriment et qu'ils disent eux aussi ce qu'ils pensent du sujet. Donc, préparez-vous, vous allez avoir la parole. On écoute Misquet. Alors, vous m'entendez? Oui. Oui. Merci Mathis, parce que je voulais rebondir là-dessus. Ma fille est à l'école maternelle de Montreuil, une école publique, et tous les midis,
les animes font des thématiques. Donc, toutes les semaines, il y a des thématiques sur la découverte du chocolat, l'anti-gaspillage, les découvertes des pays du monde, des épices. Et ça se fait, en fait, l'éducation alimentaire se fait le midi. Et c'est assez chouette. Ils vont, par exemple, là, avec la maîtresse, ils font une sortie, ils vont aller découvrir comment le pain se fait. Ils partent dans une ferme pour aller voir les œufs, parce qu'il y a des enfants qui ne savent pas. Et j'aime beaucoup cette thématique aussi d'ouvrir au monde, parce que on peut. Moi, j'en ai fait un ouvrage. C'est ce que j'ai fait à la diversification alimentaire de ma fille. J'ai voulu justement l'ouvrir au monde à travers l'alimentation. Je suis assez d'accord aussi sur ça. C'est vrai qu'on me regardait un peu bizarrement, mais finalement, ma fille aujourd'hui mange de tout à 6 ans. Elle est très ouverte au pays du monde. Elle est très contente de dire à ses copains, son copain marocain par exemple, qu'elle mange un couscous comme chez lui au pays. Et c'est vrai qu'il y a aussi, ça permet l'échange entre eux. Ça permet de décloisonner aussi. Ça permet d'ouvrir. On mange, on découvre un pays aussi à travers son alimentation. C'est la première chose qu'on fait quand on part à l'étranger. On essaie de découvrir un peu le plat du pays. Et c'est vrai que le menu, et dans les menus, il y a un jour vegan, un jour qui est veggie, et après, c'est plein de thématiques. Donc, ils s'ouvrent aussi. Il y a beaucoup de légumes, ils vont discuter sur ces légumes-là. Il y a l'anti-gaspillage, le compost. Donc, ils ont leur petit compost pour mettre tous leurs déchets. Et je trouve ça génial, en fait, d'ouvrir à ça. Moi, je le fais en atelier aussi. Les enfants découvrent. Il y a des enfants, par exemple, qui ne savent pas le goût d'un vrai kiwi, par exemple. On ne se rend pas compte de ça. Et que c'est à travers ce temps du midi et de la cantine, c'est vrai, c'est ce que je rebondis un peu sur le premier propos que j'ai donné, c'est vrai que c'est un moment qui est important pour eux. En plus, c'est avec les copains. C'est un moment, parce qu'à la maison, c'est pas pareil. La maison, on a ce rapport au souvenir de la maison de la cuisine de maman. Très important aussi. Merci beaucoup. Merci. C'est là où on apprend les bases dans une journée. Merci beaucoup. On va vous demander les coordonnées de cette école de Montreuil parce qu'elle est très intéressante et on va certainement aller y jeter un coup d'œil pour prendre des idées pour le programme d'éducation à l'alimentation. On se reparlera prochainement. Qui veut prendre la suite? Stéphanie a levé la main. Oui, je veux bien. Moi, je reviendrai juste sur 2 points. Le côté formation vraiment préalable des enseignants, parce que ça me paraît vraiment indispensable, outre le fait qu'ils n'ont pas forcément tous les mêmes connaissances, la même envie, mais voilà, justement, les accompagner en leur fournissant du contenu, des choses pédagogiques pour pouvoir mettre tout ça en place. Et l'autre point, en effet, c'est arriver à susciter l'adhésion par l'éveil des sens. Enfin, je reprendrai aussi la Madeleine de Proust, mais c'est vrai que ce qu'on va apprendre dès le plus jeune âge, après, ça va ressurgir par la suite. On parle de côté expérience sensorielle, la mémoire olfactive. Donc, tout ça, c'est des choses qui vont rester vraiment par la suite et qui sont indispensables à renforcer. Et puis, l'ouverture, bien entendu, au monde par la gastronomie. Ça, c'est aussi très important. Et puis, j'ai perdu ce que je voulais dire. La lutte contre le gaspillage alimentaire. Voilà. Pour moi, il ne faut pas dissocier les deux. C'est bien l'éducation à l'alimentation. Mais voilà, il y a aussi le pendant et qu'on que voilà, il y a des ressources, il y a des gens justement qui ont élaboré les repas, etc. Eux aussi, il faut donc les respecter. Il faut lutter contre ce gaspillage alimentaire, demander des portions peut-être moindres, goûter avant et puis après on reprend. Voilà. Merci beaucoup Stéphanie. Camille Jogurst, on va lui demander ce qu'elle en pense elle aussi. Bonsoir tout le monde. Vous m'entendez? Oui, très bien. Alors, je pense déjà que justement ce programme d'éducation à l'alimentation, c'est très important parce que après, j'ai la chance du coup d'avoir des parents qui m'ont éduqué dès mon plus jeune âge à l'alimentation, à faire à manger, etc. Mais il y en a qui n'ont pas eu cette chance et justement, je pense que le faire à l'école, c'est déjà très très bien, même si c'est pas énorme. Rien que le fait d'implanter l'idée chez les enfants, c'est déjà énorme et puis ça peut leur servir après pour toute leur vie, quoi. Voilà. Merci beaucoup Camille, merci. Simon?
Attendez, je reste avec le téléphone pour que Miss Q entende. Écoutez, moi, l'éducation et l'alimentation, je pense que c'est un sujet très vaste et qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a quelque chose je suis vraiment là sur l'idée de Mathis par rapport aux cantines. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire à la cantine. Je pense qu'il y a moyen de faire découvrir un petit peu les bons produits français, mais aussi les cultures culinaires qu'il peut y avoir un petit peu partout dans le monde. Et je pense que c'est vraiment cette notion de plaisir, parce que moi, je garde un assez mauvais souvenir des cantines scolaires, pour être honnête, à part peut-être un ou deux repas, mais vraiment, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de travail à faire là-dessus. Et je pense qu'en tant que, moi, il n'y a pas si longtemps, j'étais encore étudiant, je pense que quand on va dans la restauration collective, dans une cantine, on doit avoir ce plaisir de bien manger et on doit apprendre des choses. Et voilà, moi, je parle en tant qu'ancien étudiant, parce qu'on est aussi sur le jeune âge, mais je pense que les étudiants, ils ont besoin aussi, pour se construire une bonne éducation à l'alimentation, de déguster des bons produits et d'apprendre beaucoup de choses, notamment à travers la cantine. Merci beaucoup, Simon. Cindy, c'est la maîtresse qui interroge ses élèves. Hein. Moi, contrairement à Camille, j'ai pas eu. Mes parents travaillaient beaucoup, donc ils n'ont pas eu vraiment le temps de nous apprendre à bien manger et à toute la partie alimentation. Donc, du coup, effectivement, je pense que ça aurait été un bon complément de l'avoir à l'école. Donc, l'éducation ne peut pas tout faire, mais je pense que c'est des bonnes bases qu'on peut voir à l'école et qui sont ensuite qui seront utiles pour toute la vie, en fait. Donc, moi, j'ai appris tout ça tardivement parce que, voilà, en étant adulte, après, je me suis intéressée à l'alimentation, mais je pense que ça aurait été important et j'aurais eu de meilleures bases plus tôt si je l'avais un petit peu plus vu à l'école, effectivement. Et comme dit Simon, à la cantine... Oui, la cantine, j'en ai pas gardé non plus des bons souvenirs. On nous forçait, on nous expliquait pas. Enfin, c'était plutôt dans on doit manger ça, mais on comprenait pas vraiment pourquoi et on n'avait pas vraiment toute l'explication de l'alimentation en général, en fait. Donc voilà, ça aurait pu être bon d'avoir tout ça, effectivement. Merci beaucoup, Cindy. Il nous reste Camille Daoud. Alors, rebonsoir tout le monde. Désolée, j'ai coupé ma caméra car elle est vraiment très mauvais état. Alors, moi, je trouve que l'éducation à l'alimentation serait vraiment une très bonne chose pour les enfants, mais aussi bien pour les adolescents. Bien que quelquefois les programmes scolaires soient un peu chargés, je pense qu'il y aurait quand même de la place pour 1 voire 2 heures de cours par semaine, que ce soit à l'école primaire ou au collège, voire lycée même. Personnellement, je n'ai pas eu de cours à l'alimentation à l'école et j'ai aussi eu de pas très bons souvenirs à la cantine, comme Simon et Cindy. Mais mes parents, ma mère surtout, m'a donné quelques conseils en cuisine, mais ce n'est pas la chance de tout le monde. Donc je pense que cette éducation à l'alimentation pourrait vraiment être une bonne chose pour les enfants. Merci beaucoup, merci Camille. Est-ce que Fabrice, Sophie, Hélène ou François veulent s'exprimer? Alors, je rejoindrai aussi Mathis sur le rôle central de la cantine. Comme j'ai marqué dans le chat, je suis jugé parti que je suis élu de ma ville, mais il y a vraiment une volonté de la municipalité d'avoir fait une cantine avec 50% de bio. Le reste, c'est des produits locaux qui viennent pas très loin de Montlouis. Et nous avons introduit, pour faire plaisir à Mathis, mais surtout pour faire découvrir aux enfants, un menu végétarien par semaine. Oh. Et le retour, j'ai jamais eu le plaisir d'aller à la cantine parce que c'est mon père qui me faisait à manger, mais mes enfants sont assez contents de la cantine et ils ont même poussé la démarche jusqu'à expliquer les biodéchets, que derrière on pouvait recycler, on pouvait s'en servir, on pouvait valoriser les produits. Donc les enseignants n'ont pas le temps. Honnêtement, ils sont en CM1 entre cette année particulière de Covid où il y a eu beaucoup d'absences. Donc, les programmes, ils ont du mal à les boucler. Et je pense que le rôle central de la cantine, qui doit être un plaisir, mais je pense qu'il y a toute une démarche derrière la cantine. Effectivement, mais est-ce que les enseignants n'ont pas le temps? Est-ce que c'est pas l'arbre qui cache la forêt? Parce que si on part du principe que savoir bien manger,
pour son épanouissement personnel, pour sa vie d'adulte, c'est peut-être plus important que savoir calculer des intégrales ou la surface d'un carré. Moi, j'ai oublié. Donc, est-ce qu'on ne peut pas supprimer peut-être quelques petites choses dans le programme scolaire, qui est quand même très chargé et pas toujours très utile, pour donner la place à un cours pratique de cuisine à l'école? Je pense qu'il faut que ça vienne de l'éducation nationale, il faut que ça vienne de là-haut. Parce que les instituts, ils sont obligés de respecter le programme que leur impose l'éducation nationale. Mais je pense que ça doit venir de là-haut. Oui, en maternelle, mes enfants, ils ont appris à faire des gâteaux. Ils ont appris par leur maîtresse, mais après, ils n'ont plus le temps. Ils ont déjà du mal à boucler le programme. Oui, mais le programme… Donc, je pense que oui, il faut faire rentrer tout ça. Mais je pense qu'il faut que ça soit inscrit dans les programmes d'en haut et que ça descende. Bon, en haut, on a un petit peu de mal à ouvrir la porte, mais on va finir par y arriver. On ne désespère pas. Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer encore avant qu'on clôt le débat? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut… Ah bah, Barbara a levé la main. Oui, moi, pour rebondir un peu sur programme éducation nationale, pas programme, moi je pense que c'est un faux débat. Comme je disais au début, je pense que pour moi, l'alimentation, c'est un petit peu comme l'agriculture, puisque forcément l'agriculture est première. L'alimentation, c'est la base, c'est ce qui fait société. Vous devez avoir de l'agriculture pour qu'une société puisse se créer, pour qu'un groupe d'humains puisse se former, et certains produisent pour que d'autres puissent se consacrer à d'autres tâches. C'est ça la définition d'une société. Et l'alimentation, c'est la base. Et ce que moi, je trouve intéressant aussi, là, dans tous les échanges qu'il y a eu, ce que je trouve formidable, c'est que moi, j'ai entendu, alors bien sûr, il y a des petits freins à la marge, on va dire, mais tout ce que j'ai entendu est hyper positif. Et je pense que c'est sur ça qu'il va falloir construire l'éducation à l'alimentation. Il faut rester sur un discours qui est toujours positif, qui est le discours du plaisir, qui est le discours de la découverte, qui est le discours du partage, parce que je trouve que ce soit aussi bien dans les publicités que les communications qui peuvent être faites à différents niveaux, aujourd'hui, on a un discours hyper anxiogène sur ce qu'on mange. Et ça, transmettre ça aux enfants, aux adolescents et même aux adultes, c'est plus recevable. Donc, cette inscription de l'éducation à l'alimentation, que ce soit dans les classes, dans les cantines, partout, il faut rester sur cette dynamique d'être positif, on partage, on découvre des choses, on fait ensemble et il n'y a pas de mauvais. Alors c'est vrai, je rebondis un peu sur le Nutella, c'est pas le problème de manger ou pas de la pâte à tartiner. Après, on rentre dans la composition des produits, mais là, on est dans un autre débat. Si on est dans simplement l'éducation à l'alimentation, découvrir tout un tas de choses et comme je le disais au début, je pense que même nous, adultes, intuitivement, on ressent ce qui nous fait du bien. Et manger une tartine de pâte à tartiner, si ça vous fait plaisir, parce qu'il y a toutes ces dimensions psychologiques, sensorielles qui participent aussi de l'assimilation de l'aliment. Et il ne faut plus se déconnecter de tout ça. Et si on doit demain remettre l'éducation à l'alimentation, il faut mettre cette multidimension de thématiques maths, physique, histoire, géographie, mais aussi tous les sens, même les 6 sens, pas que les 5, le 6e sens, tout quoi. Voilà. C'est quoi le 6e sens, Barbara? Justement, c'est cette intuition que tu sens que ça te fait du bien, mais tu ne sais pas l'expliquer. Voilà. On dit souvent qu'il est féminin, mais ce n'est pas vrai, il est universel. Merci beaucoup. Merci pour ce témoignage très, très enthousiasmant. Est-ce que quelqu'un d'autre veut encore prendre la parole? Stéphanie, Misquet, j'ai 2 mains levées encore. On va donner à Misquet et puis ensuite à Stéphanie. Très rapidement parce qu'on va bientôt conclure. Il s'est levé tout seul, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mon téléphone est très étrange, donc je vais laisser Stéphanie, j'ai plein de choses à dire, mais il n'y a pas assez de temps. Et je vais laisser Stéphanie parler, je pense qu'elle a beaucoup de choses à dire aussi. Non, c'était très rapide, c'était juste pour rebondir sur le fait de supprimer certaines choses du programme. Je pense que les deux sont compatibles, en fait, sans supprimer certaines matières du programme, on peut justement faire du pratico-pratique. Tout à l'heure, on disait que là, pendant un cours de cuisine, on peut très bien aborder le côté mathématique avec les proportions, les conversions, on peut très bien aborder le français avec les consignes à respecter, l'art plastique, le côté créativité avec l'imagination, les associations de textures. Donc, ce n'est pas incompatible, justement, c'est décloisonner un petit peu les choses et montrer que voilà, ce qu'on apprend, ça sert à quelque chose, c'est du concret. C'est pas, sinon, ça peut paraître abstrait de faire des additions. Là, on a une application concrète.
Voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci. Messieurs, on a encore un tout petit peu de temps si vous voulez prendre la parole. Non? Oui, mais moi j'adore le côté sixième sens. Oh. Alors, c'est vrai que pour moi c'est du plaisir, hein, je le dis très souvent. Et c'est vrai qu'on oublie en fait tout ça, ces moments-là. Et quand on voit les enfants sourire, les enfants être contents, découper, avoir la confiance, ça leur donne de la confiance aussi. Et moi j'adorais même faire des ateliers parents-enfants parce que les parents aussi ont ce côté où c'est très compliqué, on ne fait pas les ateliers, les enfants ils vont en mettre partout, mais ça reste des enfants. Et c'est vrai que je trouve que c'est aussi permettre à ces enfants-là de rentrer à la maison et de dire « Ah mais j'ai vu ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça », ça peut aussi se répercuter à la maison. Et ça c'est vraiment un point pour moi qui est très important de le faire pour que ça rentre à la maison. Moi je suis en joie de voir ma fille aujourd'hui aller à l'école et de faire des crêpes avant de partir. Elle a 6 ans, elle fait des crêpes avec les épices des Comores et elle part pour faire découvrir à ses copains de classe la vanille, la cannelle, la cardamome et d'expliquer que c'est des épices de chez Mamie Rousona. Et je trouve que c'est un héritage que j'ai écrit ce livre-là pour ça, vraiment sur la diversification que j'ai menée à mon enfant à travers toute cette transmission. Et c'est vrai qu'on oublie la transmission. Et la transmission se passe aussi à l'école. Voilà, c'est qu'on parle souvent que tout doit se faire à la maison. Mais le sport, on l'en fait pas pour faire des jeux des sportifs. La cuisine, on en fera pour pas en faire des cuisiniers. Mais on parle de santé aussi. Et de partage. Et de découverte. Voilà. Donc merci à vous parce que vraiment, c'est des super sujets. Vraiment. Merci infiniment pour tous ces témoignages. Comment s'appelle le livre ? Alors, il s'appelle « Comment pimper la diversification de mon bébé ?» C'est complètement décomplexé. Vous allez partout dans le monde, aux Antilles, aux Comores, au Maroc, en France. Vous partez, vous avez l'Inde aussi. Vous partez en Inde et dès 5 mois. Et c'est génial. Moi, je vais lire ça avec attention. Merci beaucoup. Merci. Là, on arrive au terme de notre rencontre. Pour conclure, finalement, est-ce que quelqu'un veut faire une petite synthèse de ce qui a été dit? Mathis? Je sens que Mathis, il est prêt là. Je suis prêt, mais la tradition, c'est Barbara. Donc, si Barbara voudra… Voilà, on va rompre avec la tradition. C'est Mathis. Oui, du coup, je trouvais tout cet échange très intéressant. Enfin, on a tous vu que déjà, à travers ces derniers mois, que l'alimentation, c'était un sujet absolument primordial, mais que aussi l'éducation à l'alimentation, c'était un sujet important parce qu'on a vu qu'aujourd'hui, on était beaucoup beaucoup de personnes ne savent pas vraiment comment manger et que, on va dire, l'alimentation était un levier important pour essayer d'améliorer la santé collective, d'améliorer la santé de tout le monde, aussi… pour parler au niveau environnemental, c'est améliorer notre alimentation, ça a que du positif. Et donc, c'est important que l'école aussi prenne ses responsabilités là-dessus, qu'elle ne prépare pas seulement les enfants à un avenir professionnel, mais aussi, on va dire, à l'avenir en général, à savoir vivre. Et comme l'a déjà aussi dit Barbara et comme plein de monde l'a dit, l'alimentation, c'est la base de tout. Donc, c'est la base. Donc, il faut absolument que ce soit dans l'école, donc à travers les programmes scolaires ou en tout cas à travers des nouvelles matières, à travers les matières déjà actuelles, donc cuisiner en faisant des maths ou du français, ou alors profiter des repas à la cantine pour éduquer à tous ces sujets. Il faut trouver comment améliorer, comment avoir une réelle éducation à l'alimentation. C'est que du positif d'avoir toute cette éducation et c'est important pour tout le monde qu'on ait ça. Donc, je ne sais pas si Barbara va vouloir compléter, mais c'est la première fois que je fais cet exercice. Donc, Mais c'est parfait, Mathis, c'est parfait. Un grand merci. Alors, juste pour vous dire que ces rendez-vous des aliments engagés, vous les retrouverez après les congés d'été, mais sous une forme un tout petit peu différente. On va vous faire voyager en France aux côtés d'agriculteurs qui pratiquent une agriculture différente selon leur région, selon leurs opinions. Et du coup, vous allez pouvoir rentrer dans la vie des agriculteurs et leur poser des questions par rapport à leur pratique, leur métier, l'endroit où ils le font. Voilà, les rendez-vous des aliments engagés évoluent et vous mettent au contact des agriculteurs à partir de la rentrée.
Voilà. Un immense merci à tous de vous être mobilisés pour cet échange que moi qui m'a fait énormément de bien. Déjà, c'est vraiment merci beaucoup parce que j'ai adoré tout ce que vous avez dit et c'est tellement en phase avec notre projet que c'en est merveilleux. Et puis, je vous donne rendez-vous à la rentrée pour les animes engagés et aussi, sachez que c'est ouvert. Vous pouvez vous inscrire aux états généraux annuels de l'alimentation et venir co-construire avec nous la feuille de route de l'alimentation du futur. Barbara et Mathis sont déjà inscrits, mais il est encore tout à fait possible de s'inscrire. On vous attend. Et puis d'ici là, à bientôt et bon congé d'été.